Donc je disais, nous sommes ici réunis en communauté africaine afin de plaider la cause de la souveraineté. Donc le thème principal, c'est l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Nous sommes ici, je suis Blandine Diafitua du RCK, les résistants combattants du Congo, de la République démocratique du Congo. Je représente, je suis porte-parole de ce mouvement. C'est pas un mouvement qui a un nom à proprement dit, mais qui s'entend à s'appeler l'unité africaine. Donc je suis cette seule porte-parole. Je vais animer aujourd'hui la conférence qui a pour thème principal, comme je l'ai dit, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Nous aurons comme sous-thème, comme thème abordé ici, la démocratie, la souveraineté, les droits de l'homme, les guerres, les massacres, les viols, la place de la jeunesse dans la libération de l'Afrique, le nationalisme africain et le soulèvement populaire. Nous sommes réunis au nombre de plus d'une vingtaine de pays. Nous avons donc le Tchad, la Guinée équatoriale, le Madagascar, le Gabon, le Cameroun, le Mali, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, la Mauritanie, le Togo, le Bénin, la Somalie, l'Angola, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, les îles Comores, l'Éthiopie, le Burkina Faso et le Congo-Kinshasa. Donc je vous remercie tous de votre présence. Je pense que si vous êtes venus si nombreux, c'est que vous vous sentez concernés par l'avenir et le destin de l'amant. Et surtout, il y a eu beaucoup de nos frères et sœurs qui ont laissé leur vie. Donc je demanderai à l'Assemblée de se lever et de faire 1 minute de silence, s'il vous plaît. Comme le dirait un homme de la rue, les droits de l'homme ne sont nulle part qu'en chacun de nous. Les droits de l'homme, c'est ce qui est en profondeur de nous en tant qu'être humain. Il suffit qu'on en prenne conscience. Mais à côté des droits de l'homme se trouve évidemment ce qu'on peut appeler des droits humanitaires. La différence est que dans les droits de l'homme, lorsqu'on nous explique de façon académique que c'est les droits que chacun détient en tant qu'être humain, pour ainsi dire que les hommes naissent libres et égaux en droit, dans le droit humanitaire, qui est régi donc par le droit international humanitaire qu'on appelle le DIH, qu'on appelle aussi droit de guerre ou droit de conflit armé, ce sont donc l'ensemble de ces règles qui visent à protéger les personnes sensibles, les personnes vulnérables, telles que les femmes, telles que les enfants, qui ne participent pas au conflit directement, mais qui souvent en sont les victimes. Je choix de parler des droits de l'homme en Afrique. C'est comment j'appellerais plutôt les droits humains. Puisque la notion de droit de l'homme, qui est une expression française, lorsque le 26 août 1789, ils se sont réunis pour élaborer ce document, il n'était que des hommes. Il n'y a pas de femme parmi eux. Car la femme, à cette date-là, était considérée comme une créature dénuée de raison. Le texte de 1789, intitulé Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, exclut la femme. Donc cette notion de droit de l'homme, qu'est-ce qu'on entend par droit de l'homme? Par droit. De quel type de droit s'agit-il? Ce droit, ce ne sont pas les normes qui régissent les rapports entre des individus ou groupes d'individus. Il s'agit ici d'un ensemble de tout ce qui est permis d'être fait, tout ce qui est autorisé, un ensemble de libertés qui échoit à tout individu appartenant à l'ensemble de l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle les droits humains. Ces droits, essentiellement, il y a ce qu'on appelle en priorité le droit à la vie. Le droit à la vie se trouve être la principale de l'ensemble de ces droits dont nous allons parler. Ces droits sont considérés comme naturels, car il n'y a pas de droit de l'ordre de type occidental à opposer à des droits de l'ordre de type africain ou américain ou asiatique. Ceux qui penseraient que parler des droits de l'homme
consiste à transposer des valeurs occidentales en Afrique se trompe. Les droits humains sont des droits naturels. Lorsque l'on vient au monde, à l'état de nature, on est libre. Parce qu'avant la naissance des sociétés, l'être humain qui est apparu sur Terre est doté de liberté, qui nous permet d'aller et de venir. Il a en lui la vie. Il met tout en œuvre pour se préserver de ce qui pourrait lui nuire. Donc, les droits humains, que nous appelons les droits de l'homme, sont un ensemble de droits qui sont universels. Ils sont d'abord naturels, ensuite ils sont universels, quels que soient les individus, quelle que soit leur origine, quelles que soient les époques. Ces droits appartiennent à tous les membres de la famille humaine. Si nous sommes ici aujourd'hui pour défendre nos souverainetés, c'est simplement parce que nous voulons que les peuples africains puissent sortir de l'obscurantisme dans lequel ils sont soumis. Je vais essayer de vous présenter un tout petit peu la situation du Gabon que je représente ici. Ce que je vais vous dire sur le Gabon, c'est que le Gabon aujourd'hui est en alerte orange. En alerte orange, c'est-à-dire le niveau le plus élevé avant l'explosion. Pourquoi le Gabon est en alerte orange? Tout simplement parce que depuis 2009, on a imposé au peuple gabonais un président que le peuple ne voulait pas. Il se révèle aujourd'hui que malgré le fait qu'on nous ait imposé un président, ce dernier a violé délibérément la constitution gabonaise dans son article 10. La violation de nos constitutions devrait interpeller tous les Africains. C'est pourquoi les peuples africains se mobilisent pour leur souveraineté. Où en sommes-nous, peuples africains? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Comment pourrait-on sortir l'Afrique de ces situations? À la question où en sommes-nous, nous disons qu'il est nécessaire de faire l'état de lieu des différentes situations qui se présentent au peuple et aux pays africains. À la question où allons-nous, je considère qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous constituions un réseau et que ce réseau devrait s'adresser de manière forte aux institutions internationales. Nous devons également envoyer des recommandations aux nouvelles instances décisionnelles comme le G20, l'Union européenne, l'Union africaine. Nous avons à apporter un message aux peuples africains. Un message fort qui suscite l'espérance pour une alternative crédible. Cela devrait se matérialiser de manière concrète par la mise en place d'un véritable réseau. S'il n'y a pas de réseau panafricain, nous n'arriverons pas. Il faut que nous puissions mettre en place un véritable réseau panafricain. Nous devons créer un lobby financier. Si les autres communautés sont fortes, c'est parce qu'ils ont des lobbies financiers. Nous devons prendre en compte dans le débat politique l'implication de la jeunesse. Si nous n'associons pas nos jeunes au débat politique, nous allons toujours faire fausse route.
Je vais essayer dans la mesure du possible d'être bref et d'essayer de me faire comprendre. J'ai essayé de répartir mon intervention sur 5 points. Le premier point, c'est que je vais aborder le nationalisme africain, la définition du nationalisme africain. Le deuxième point, le nationalisme africain comme conscience nationale. Le troisième point, le nationalisme africain comme idéologie politique d'une Afrique digne et souveraine. Le quatrième point, le nationalisme africain comme matrice d'une économie souveraine et indépendante. Et le cinquième point, le nationalisme africain comme socle d'une coopération bilatérale et multilatérale. Nouveau socle d'une coopération bilatérale et multilatérale, ainsi internationale. Partons du premier point du nationalisme africain. Nous définissons le nationalisme africain comme l'intelligence de la guerre ou la stratégie du combat. Nous n'avions pas besoin de dire que nous sommes en guerre, nous n'avions pas besoin de vous expliquer que nous sommes en guerre. Mais il s'est fait que nous sommes en guerre parce qu'on nous a imposé une guerre. Beaucoup de camarades se sont succédés sur cette tribune. Vous avez remarqué qu'ils ont épinglé autant de choses, autant de problèmes. Mais ces problèmes-là et ces conflits, notamment, j'épingle celui des viols des femmes et consorts. Tous ces problèmes-là ne sont que la manifestation microscopique d'une grande guerre menée contre l'Afrique, d'une grande guerre menée contre aussi les Africains et les Africains. Donc, dans cette dimension-là, le nationalisme africain, comme je l'ai dit, comprenez comme une intelligence de la guerre, comme une stratégie de combat. Donc, comme on nous a imposé la guerre, nous allons maintenant rentrer en guerre. Pas parce que nous voulons la guerre, mais parce que nous allons répondre à la guerre pour obtenir la paix. Et la paix, pour l'obtenir, nous devons démontrer à l'adversaire que nous sommes à la hauteur de la guerre qui nous a imposée. Nous sommes à la hauteur, là où l'adversaire a donné la gifle, de remettre le coup de poing. Donc c'est ce qui va se passer. Donc en matière de définition, le nationalisme africain, cette intelligence est une intelligence opposée à toute idée de colonialisme, opposée à toute idée de la recolonisation de notre chère et mère patrie l'Afrique, opposée à toute idée d'asservissement, opposée à toute idée d'aliénation. Ça c'est la dimension, comment est-ce que nous voulons comprendre ces nationalismes africains. Rappelez-vous qu'en 1964, nos pères des indépendances, mes pensées vont ici au moment où dans cette salle, je remercie nos ancêtres qui, je pense, du haut de cette salle, nous regardent fièrement d'une filles d'Afrique réunies pour parler de la souveraineté de ces peuples, de notre chère et mère patrie l'Afrique. En 1964, lorsque nos pères sont allés au Caire, en Égypte, inconsciemment, peut-être, ou sans le vouloir, ils ont scellé le sort de notre chère et mère patrie l'Afrique. Et ce sont les conséquences que nous subissons en ce jour. Au Caire, il y avait un seul principe qui a triomphé. C'était celui de l'intangibilité des frontières. En prenant comme socle de sécurité et comme socle de la conservation de la défense de notre chère et mère patrie l'Afrique, le principe de l'intangibilité des frontières, c'est ce qui a indirectement consolidé l'œuvre de la conférence de Berlin. Parce que la conférence de Berlin de 1885 avait morcelé l'Afrique, les grands ensembles africains, à des petites prisons. Que nous avions, comme le disait le camarade tout à l'heure, que nous essayons tant bien que mal de pouvoir avancer, mais nous n'avancions pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En voulant faire du principe de l'intangibilité des frontières comme socle de sécurité, il s'est fait qu'on disait que le Rwanda ne peut pas attaquer le Congo, le Congo ne peut pas attaquer le Burundi. Or, qu'est-ce qui se passe? Sur la table des négociations, même au moment où nous n'avions pas voulu les inviter, les Belges étaient présents parce que la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, reste un patrimoine privé du roi des Belges. Parce que la République du Sénégal ou du Togo reste le champ d'action et le précaré de la France. Parce que le Ghana tel qu'il est là isolé reste le précaré des Britanniques. Donc il s'est fait qu'en acceptant le principe d'intangibilité des frontières, on a consommé inconsciemment cette réalité qui disait que vous devez rester là, vous devez veiller à cette partie des terres que nous vous avions donnée. Donc, ceci dit, qu'à ce niveau-là, comme on disait, toujours dans ces premiers points, qu'il faudrait maintenant, et j'appelle à toutes les intelligences, à tous les esprits éveillés de l'Afrique, de refaire le nœud de la conférence de 1964, qui était la conférence des chefs d'État et de gouvernement au Caire, pour aller vers un nouveau principe. Et le principe de l'intangibilité des frontières doit être transformé au principe de l'inviolabilité, de l'intégrité physique et l'intégrité territoriale de la femme africaine. Je parlais du nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial, la partie que je vais parler, c'est surtout le mondialisme, qui est un concept idéologique qui consiste à
la transaction, ou du moins la fluctuation des capitaux, des hommes et des biens matériels. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se plaindre que l'Afrique est sous domination occidentale. Mais il faut savoir que les Occidentaux fonctionnent en fonction des intérêts économiques. Ça veut dire que tout ce qui est fait en Afrique aujourd'hui est fait pour le capital. Ça veut dire que ce que mes frères ont appelé les administrateurs, ce que d'autres appelleront des présidents, qui ne sont pas en réalité des présidents, sont en réalité des administrateurs, sont mis en place simplement pour pérenniser les grandes multinationales occidentales. Vous avez par exemple l'ONU, qui est une institution entre guillemets internationale pour la défense des êtres humains, des droits humains, comme disait tout à l'heure mon cher François Tassema, qui est soi-disant là pour défendre les intérêts des droits humains. Mais ce que vous remarquez, c'est que l'ONU aujourd'hui a fait exactement, je pense qu'il y a 16 missions. Effectivement, il y a 16 missions de l'ONU dans le monde. Dans les 16 missions de l'ONU qu'il y a dans le monde, 9 sont intégralement en Afrique. Simplement en Afrique. Pas seulement les soulèvements populaires, mais les soulèvements populaires africains, qui est un mouvement de révolte, d'insurrection et de la résistance, ce que l'on appelle la désobéissance civile. Les soulèvements populaires agissent quand les pouvoirs ne répondent plus à ses attentes. Alors il y a un acte révolutionnaire vise à renverser carrément les pouvoirs et lui en substituant un autre. Les soulèvements populaires débouchent par une prise de pouvoir, laquelle s'exprime ensuite par d'importants changements institutionnels des lois. Il y a plusieurs causes du soulèvement populaire. Comme ils ont dit mes prédécesseurs, le manque de la démocratie, l'égalité, la liberté, le manque d'un état des droits, les antivaleurs, la dictature, la montée de la pauvreté, la hausse des taux de chômage, les viols, les massacres, la guerre, la balkanisation, les arrestations et emprisonnements arbitraires et abusifs, le pillage et l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'occupation étrangère de multinationales de l'impérialisme. Je tiens à vous rappeler que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793, dans l'article 35 dit « Quand les gouvernements violent les droits du peuple, l'insurrection ou la révolution est pour les peuples les plus sacrés des droits et devoirs de le mettre en pratique. » C'est comme en République démocratique du Congo, la constitution de la République, dans l'article 63 et 64, donne les droits et les pouvoirs au peuple de se battre pour dégager la personne qui a pris le pouvoir par la force. Il y a des exemples. Il y a la révolution américaine en 1776, où fit la naissance des États-Unis d'Amérique. Il y a eu la révolution française en 1789, dont fit l'avènement de la Première République en France. Il y a eu la révolution russe en 1921. Le premier soulèvement populaire africain, peut-être pour les autres qui ne le savent pas, c'était le 3 janvier 1966 à Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Les endroits stratégiques du soulèvement populaire, d'abord c'est la mobilisation. Les quartiers populaires, les stades, les lieux publics de l'État, les églises, les marchés, les universités et les écoles, et les camps militaires, etc. Les stratégies et les moyens du soulèvement populaire. La mobilisation et la conscientisation de l'éveil patriotique. Les complots, la manipulation et surtout ce que les frères, notre frère du Gabon, il a dit tout à l'heure, c'est les moyens financiers. La communication et médias. La révolution numérique qui sont des techniques liées à l'informatique et des réseaux sociaux. La création du lobbying intérieur comme à l'extérieur. Et qui sont les partisans du soulèvement populaire? C'est d'abord nous les peuples. C'est les peuples, quand la force du peuple c'est dans la rue.
Et quand les peuples se mobilisent, quand les peuples ils sortent, quand les peuples ils crient, ça fait bouger, ça fait trembler, et on voit des résultats. Il y a les activistes, politiciens et les opposants. Il y a les militants, il y a la force ouvrière, il y a les fonctionnaires, les chômeurs, les étudiants, les enseignants, il y a les sportifs, il y a les artistes, les enfants de la rue, que chez nous on appelle les chégués, ou les boulouna, pourquoi pas. Et pour conclure, si nous parlons aujourd'hui du soulèvement populaire africain, c'est parce que l'Afrique doit retrouver sa souveraineté et que tous les pays doivent être libres, indépendants et souverains. À dater de ce jour, le mot d'ordre lancé est le soulèvement populaire permanent, qui est une révolution réformiste. Le processus ne doit pas s'arrêter tant que nous n'avons pas atteint notre objectif qui est la libération totale de l'Afrique. Avec un projet de bâtir de nouvelles institutions fortes dans chaque pays d'Afrique, et cela permettra une révolution mondiale qu'on appellera les États-Unis d'Afrique. Le panafricanisme n'est pas pleurer le chat, c'est un travail qui a été effectué par nos parents. Tu as parlé de Garvey, oui je prends. Sundiata, oui je prends. Samori, oui je prends. Mais le travail qui a été effectué pour permettre à l'Afrique, au moins, vous savez, entre nous, on n'échange pas plus de 15% entre nous. L'Afrique est un gouffre et l'Afrique ne nous appartient pas. 85% de ce que nous bouffons vient de l'extérieur. Et on doit l'arracher. Ça ne se négocie pas. C'est Lénine qui disait que l'impérialisme était l'estat suprême du capitalisme. Moi, je vais vous dire que l'aliénation, c'est l'estat suprême de la domination. On parlait du panafricanisme de Garvey, qui est le plus récent. Et le travail est fait. Relie nation, nègre et culture. Relie civilisation et barbarie. Fanon a dit que celui qui adore le nègre est aussi malade que celui qui le déteste. Et vous tous, vous voulez qu'on vous adore comme des chiens. Parce que vous voulez vous appeler Gaspara. Quand Fanon s'est levé et dire que celui qui adore le nègre est aussi malade que celui qui le déteste, Fanon est mort à Bida. Et là où il est couché, on le respecte. Che Guevara, respectez mon papa, Patrice Lumumba. La lutte de libération nationale, Mozambique. Demande à Agostino Neto. Mon père, Amilcar Cabral, cette ligne a été tracée pour libérer l'Afrique, pour sortir l'Afrique du néocolonialisme. Celui qui me demandait qui sont les traites. Les traites, vous les connaissez? De Senghor à Ophir-Boigny. Les traites, vous les connaissez? Sylvanus Olympio est tombé devant l'ambassade de France. Les traites, vous les connaissez? Vous ne voulez pas les voir et vous ne voulez pas les combattre. Quand mon jeune frère Thomas Sankara est tombé, je pensais que le lendemain, l'Afrique allait se lever. Le peuple est un lâche. Et c'est à nous de se réveiller. Il faut que cette mobilisation continue. Je ne veux pas de tous ces drapeaux, j'en veux un seul. Un seul. Le reste des détails. Voilà la division. Ils ont commencé à vouloir créer plusieurs races. Nos parents se sont battus pour dire qu'il y a deux races qui existaient. La race animale et la race humaine. Maintenant, ils ont créé des communautés. De Madagascar, on va parler. Je vais vous donner juste deux exemples pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui est sur le terrain. De commencer, moi, je commence dans mon village. Il est venu par la France ou par il va faire ONG. Non. Les Occidentaux qui viennent dans mon village, ils respectent les gens de mon village. J'ai eu un problème, un Français qui est venu pour ouvrir une épicerie avec 127 000 €.
J'ai dit, tu ne fais pas l'épicerie tant que tu ne donnes pas 127 000 € à nos voisins. Là, tu peux s'installer. Si tu n'as pas les 127 000 €, tu rentres. Voilà, je vous donne mon communication. Merci à toi pour les Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Bakoul, de Madagascar. Je représente aujourd'hui l'association GTT, Patriotes en France. C'est une association qui a été créée en 2009 à la suite du putsch qui a eu lieu à Madagascar. Ce qui se passe à Madagascar n'est pas vraiment différent de ce qui se passe dans le continent africain. C'est exactement la même chose, mais peut-être c'est les ports qui différencient les uns des autres. Mais la logique, c'est la même chose. À Madagascar, le président élu démocratiquement, Marc Ravalomanana, a été déchu par un putsch en 2009, l'année où le sommet africain des États africains devait avoir lieu à Madagascar. Et ça, c'est pas un hasard. C'est le seul homme politique qui a osé se montrer, enfin mettre à l'avant l'Afrique. Il avait des visions pour l'Afrique et évidemment ça n'a pas plu à qui, vous savez. Donc il a été en exil pendant 5 ans en Afrique du Sud. La France a demandé qu'il vienne en France, mais il a refusé. Il s'est exilé en Afrique du Sud. Et pendant ces 5 ans, il y avait des palabres, des négociations, il y avait tout. Il y avait une feuille de route qui devait régler la situation. Et dans cette feuille de route qui nous a été imposée, puisque ça a permis une élection au frauduleuse qui légitime aujourd'hui les putschistes de 2009. Donc, dans cette feuille de route, a permis aux exilés de rentrer à Madagascar sans condition. Donc, le président Ravalomanana est rentré à Madagascar il y a un mois. Il y a un peu plus d'un mois, 44 jours plus exactement. Et le pouvoir en place, qui était les putschistes de 2009, l'ont jeté en prison, comme les autres ont fait pour Gbagbo et tout ça. Donc, notre lutte, c'est aussi une lutte pour la liberté de l'Afrique, parce que lui, il avait des visions pour l'Afrique. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, au thème également. Donc, je me présente, Nabouachi, président du collectif Ozar, donc qui est un mouvement panafricain qui a cours sur Paris. Donc, premièrement, j'aimerais vous remercier, vous, Auguste Assemblée, d'être venus nombreuses et nombreux à cette conférence qui traite du noble thème qui est l'Afrique qui se mobilise pour sa souveraineté. Donc, pour commencer, permettez-moi déjà de faire un petit peu d'esprit. Donc, le thème de cette soirée n'est pas les pays africains se mobilisent pour leur souveraineté, mais l'Afrique, dans sa globalité, se mobilise pour sa souveraineté. Donc, cela témoigne d'une volonté d'être dans un cadre unitaire. Et donc, quoi de mieux que de parler du panafricanisme, qui est une idéologie qui magnifie justement ce sentiment d'unité. Donc, permettez-moi de manière synthétique, rapide, de faire un récapitulatif historique de ce qu'est cette idéologie qui a tant fait pour les Africains et les afro-descendants. Donc là, j'étais en train justement d'employer le terme afro-descendant, c'est-à-dire que cette idéologie est née de la diaspora africaine. Elle est le fruit de la réflexion, du combat des descendants d'Africains déportés, qui ont connu des situations innommables en termes d'oppression et qui les ont amenés justement à développer des qualités et des moyens de survivre et de résistance face à l'oppression occidentale.
Et donc ce sont justement des descendants d'Africains déportés qui ont tenu à réfléchir sur les voies et moyens de réussir à surmonter les turpitudes de l'histoire dont ils étaient victimes. Donc vous connaissez, j'imagine, quelques prénoms qui ont traversé l'histoire, mais permettez-moi d'en citer quelques-uns. Il y a bien évidemment ceux qu'on connaît le plus communément, que sont Marcus Garvey, Webb Dubois et plein d'autres, ou Sylvester Williams, mais il y a quand même aussi d'autres individus qui ont aussi participé à cette histoire du panafricanisme, comme Zubi Ngonga do Palmarès, qui est un descendant de Congolais et qui a justement en Afrique, comment dirais-je, en Amérique du Sud, a porté véritablement cette fierté, cette résistance africaine, justement en Colombie. Donc au jour d'aujourd'hui, si je me permets de m'adresser à vous, c'est pour vous dire que cette idéologie que le panafricanisme est une idéologie éminemment d'actualité au jour d'aujourd'hui. C'est une idéologie qui nous permet de magnifier et de mettre en évidence, en lumière, ce qui nous unit. Cette idéologie, bien évidemment, est une idéologie qui parle aux Africaines et aux Africains que nous sommes, et aux afrodescendants et aux afrodescendantes que nous sommes également, et qui apporte un éclairage sur les réalités que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Ces réalités sont de différentes natures. Ces réalités sont l'impérialisme qui broie le continent noir depuis des siècles et des siècles. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, il y a eu moult situations en Afrique qui témoignent de l'agression dont nous sommes victimes. Et aujourd'hui, le fait que vous soyez là, être venus vous intéresser, écouter ce que nous avons à vous dire sur différents sujets, et notamment sur le panafricanisme, m'amène à me dire que vous êtes aussi velléitaires dans la volonté de entendre des axes de réflexion, des moyens de s'engager pour justement, de là où nous nous trouvons, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, à la libération de l'Afrique. Un petit mot sur le Burkina ou sur l'Afrique, sur ce que tu veux. Je ne sais pas, bonjour à tous. Et elle me prend un peu par surprise. Je n'étais pas préparée, mais bon, je vais essayer de dire qu'aujourd'hui, je me retrouve au milieu de vous, avec vous, et que Blandine, on s'est rencontrés devant l'ambassade le 30 octobre, où on était sûr que Blaise était parti, on dansait, on faisait la fête, mais à un moment, on nous dit oui, Blaise est toujours là. Là, je peux vous dire que ça nous a refroidi un peu. Et après, voilà, on s'est dit que, vu le niveau d'avancement de la manifestation, il n'y avait pas d'autre issue pour Blaise que de libérer le Burkina Faso. Voilà. Donc ce jour-là, je vous avoue, on a pleuré, on était fiers d'être burkinabés, on a réussi à brouter Blaise Compaoré. Qui pouvait l'imaginer il y a un mois qu'on pouvait chasser Blaise de Kosiam. Kosiam, c'est le palais présidentiel. Et donc, je vous avoue que ça a été un grand moment. Et je tenais à remercier Blandine d'initier ce mouvement-là pour qu'on puisse continuer les luttes, parce qu'il y a d'autres présidents qui veulent aussi rester à vie au pouvoir. Si on peut s'aider, si on peut mutualiser nos forces pour les foutre hors du pays, hors de l'Afrique, je pense qu'on va beaucoup gagner. Voilà. Je voudrais dire Ngueta à tout le monde dans la salle. Et je voudrais dire au tête à tout le monde dans la salle. Je salue cette mobilisation. Je ne serai pas long, en 2 minutes. Je salue toutes les organisations qui sont présentes. Le thème général autour duquel nous sommes réunis ce soir, c'est l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. La souveraineté de l'Afrique concerne vous et moi, concerne les Africains eux-mêmes. Et l'événement qui a mis dehors, Blaise Compaoré a suscité, a réveillé ce que nous avions déjà mis en place avec le RCK, avec la Guinée-Bissau, avec Madagascar, avec la Mauritanie,
avec tous ces grands pays. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans la continuité. Et je sais que ça va être annoncé, mais je voudrais de ma plus belle voix annoncer la prochaine grande marche qui va créer à Paris notre propre Bastille. Nous allons créer et baptiser et mettre en place le 27 décembre prochain, c'est un samedi, nous allons créer notre propre Bastille. Et ce sera à Château-Rouge. Il faut dire Château-Rouge. Lorsque nos amis les Arabes sont menacés, ils ont leur secteur. On appelle ça Barbès. Les policiers connaissent. Les policiers campent là-bas 24 heures sur 24 parce qu'ils savent que quelque chose du jour au lendemain peut se passer. Et nous allons créer pour nous le samedi 27 décembre. Ce sera à Château-Rouge. On demande à toutes les communautés africaines de nous rejoindre là-bas. Soyez debout et on ira jusqu'au bout pour la libération du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Ma question c'est que quelle est la portée de ce genre de conférence en Afrique? Car moi je voudrais que toutes les interventions qu'on a entendues ce soir arrivent également aux oreilles des de quelques dirigeants africains qui participent et facilitent la nouvelle forme de colonisation qu'on connaît aujourd'hui. Non, nous n'allons pas tricher avec nous-mêmes. La démocratie, elle existe depuis longtemps en Afrique. Ce sont des hommes qui font tout, qui sont mauvais, qui cassent la démocratie africaine. En vérité, quand si vous voulez faire aujourd'hui avec Sassou Nguesso, il ne peut pas entendre le mot démocratie. Il est là depuis plus de 30 ans. Il attaque ses voisins. Il déchire sa famille. Il n'a plus rien à prouver. Alors il y a deux choses. Il faut l'enlever. Ne pas l'enlever, c'est être irresponsable. Ça, c'est la première question à laquelle je réponds en même temps. Lorsque il y en a marre, à l'époque, alors qu'on avait dit à Ouad de ne pas faire un troisième mandat compte tenu de son âge. Moi, je suis journaliste. Les Youssou N'Dour m'ont dit, ça suffit, il a fait 2 mandats, il faut qu'il parte. Les Moussa Pagnas me l'ont dit, il y en a marre, naturellement. Et puis j'ai été voir Ouad. 2 mandats, ça suffit. Compte tenu de votre âge. Il a dit, ah non, toi tu es devenu un mauvais journaliste. Tu es devenu un mauvais journaliste parce que tu dis que je ne serai pas élu pendant 3 mandats. Je dis non. Il ne faut pas le faire. Il ne m'a pas écouté. Ce n'est qu'après, parce que tout simplement, et c'est ce qu'il faudrait que vous sachiez, vous avez la France-Afrique, qui était représentée par Sarkozy. Mais Sarkozy, quand il tue Kadhafi, les jeunes, c'est parce qu'il ne veut pas que Kadhafi parle. Eh oui, Sarkozy, pour vous qui êtes jeunes, sa place, c'est à la CPI. À la place de Gbagbo. Mais, admettons, non, les jeunes, ne trichez pas avec vous-même, parce que vos aînés ont été de vrais combattants. Je vais aller rapidement. J'ai connu Cabral. Quand les Portugais lui ont dit, tu fais comme Houphouët, tu fais comme Senghor, tu viens, on te nomme ministre de l'Agriculture, tu abandonnes le combat. Il a dit, je refuse. Moi, je ne suis pas Senghor, je ne suis pas Houphouët-Boigny, je continue le combat. Et il nous a dit, on va me tuer, parce que je refuse de faire comme Senghor et comme Houphouët-Boigny. On l'a éliminé. Vous, votre message aujourd'hui, c'est d'être à la fois des camarades, intellectuels, scientifiques. C'est ça votre rôle. Et alors, Sarkozy a tué Kadhafi. Nous allons faire un tribunal, je l'ai déjà dit à mon ami Crasso. Oh, il faut faire un tribunal ici, en dehors de la CPI. Dire que si les Français ne veulent pas juger Sarkozy, nous, de la diaspora, nous les panafricains, nous la résistance, nous condamnons Sarkozy. Je vais finir rapidement. Ce que
je vais vous demander, n'ayez pas peur. Si nous tenons, c'est parce qu'on n'a pas eu peur. Et la presse africaine, elle est irresponsable. Elle devrait être là. Africa 24. Et oui, Africa numéro 1. Et oui, tous les médias africains devraient être là pour relayer ce que vous dites. Donc, c'est la raison pour laquelle le colonialisme médiatique, nous devons combattre le colonialisme médiatique qui ne vous permet pas de vous faire entendre. C'est pourquoi je suis là. Vive la jeunesse! Vive la jeunesse! La femme porte le monde. C'est-à-dire que nous vous portons. La femme portant le monde a une place mais privilégiée dans le combat. Alors donc, je pense que nous devons commencer à conscientiser notre population, nous les femmes, parce que nous avons une réelle responsabilité. Cette conscientisation doit débuter déjà dans nos propres foyers, par l'éducation que nous donnons à nos enfants. Ensuite, à l'extérieur, par l'éducation proprement dite. Vous savez qu'un peuple, comment dire, le meilleur moyen de tuer un peuple, c'est de tuer son éducation. D'accord? Donc, quand on veut tuer un peuple, on tue son éducation, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de jeunesse, et le peuple se meurt. Donc, nous les femmes, nous devons déjà commencer par nos foyers, à l'extérieur, là où nous pouvons, à conscientiser. Tout à l'heure, on m'a comment dire, interviewé, justement pour demander l'impact de cette réunion. Nous avons dit, mais écoutez, justement, nous devons commencer à conscientiser. Comment le faire? Ce serait avec vous et nous, comment faire pour conscientiser les gens, les enfants, tout le monde, et surtout, permettre aux femmes de prendre leur responsabilité. Parce que les femmes, comme les traditions les exigent, pensent qu'ils n'ont pas de place. Donc les femmes et les hommes doivent laisser les femmes prendre leur place, sans pour autant dérespecter l'homme. Merci. Donc c'est pour vous dire qu'on a parlé du volet politique sans parler du volet social, qui est la base de tout développement, qui est la base même du contre-impérialisme autant pour moi. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe en Afrique chez nous, c'est surtout la pauvreté qui prévaut. Et cette pauvreté, même aujourd'hui, les États ont marqué leur empreinte sur cette pauvreté pour mieux dominer. Et pour lutter contre vraiment ces États-là, il va falloir que nous, on pense au volet économique, c'est ce qu'il avait. Cette intervention était importante. Le volet économique en Afrique est un atout pour déchaîner les chaînes contre les États et pour montrer enfin qu'on est indépendant. Parce que ça, cela, nous, en France, on ne pourra rien faire. Parce qu'aujourd'hui, nous envoyons tous de l'argent en Afrique. En Afrique, tout à fait. Et nous envoyons, et cet argent-là sert seulement à donner à manger individuellement. Et il faut qu'ils servent tous ensemble à investir collectivement pour vraiment contrebalancer pour que cesse cet impérialisme-là. Merci. Bonjour, je m'appelle Christian Mayonji. Ma question concerne le volet économique du panafricanisme. Bon, Kwame Nkrumah était un génie à son époque parce que... Excuse-moi de t'interrompre, mon frère. Est-ce qu'on peut aller vraiment à l'essentiel, poser la question économique du panafricanisme, de la notion d'intégration économique qui avait été déjà émise par Kwame Nkrumah en 1960 et entre-temps, l'Union européenne a réussi à nous dépasser alors que Kwame Nkrumah avait été un précurseur. Qu'est-ce que nous allons parler donc de l'intégration économique, du panafricanisme économique? La question est posée. D'accord, merci pour la question. Pour canaliser toutes les énergies dispersées vers une orientation commune, des préoccupations communes en termes de vision. Pour moi, la vision, c'est d'abord de quelle Afrique rêvons-nous? S'agit-il de l'Afrique néolibérale, de l'Afrique social-démocrate, ou avons-nous une vision autoréférentielle, progressiste, une contribution, puisqu'il s'agit après tout d'un continent qui est le berceau de l'humanité et la matrice de la civilisation humaine. Ce continent ne saurait suivre les autres continents. Ce continent doit inventer un modèle et rendre possible une alternance vers un monde multipolaire qui
qui tiendra compte des valeurs de civilisation de l'Afrique. Merci, monsieur. Après la vision, il y a ce que j'appelle la stratégie. J'ai entendu certaines choses dans la salle. Je crois que le débat, c'était l'Afrique regarde vers sa souveraineté. Oui, se mobilise. Donc les questions de mobilisation me semble-t-il sont passées au second plan. Il y a eu une impatience qui s'est manifestée à travers des questions que je considère comme subsidiaires pour ma part. Merci, et je terminerai par ce que j'appellerais une contribution, une proposition. On ne peut pas faire une marche le 27 si cette marche n'a pas également comme étendard, si vous voulez, la lutte contre la France-Afrique. C'est la France-Afrique qui est tombée le 31 octobre à Ouagadougou. Et ceux qui ont fait tomber la France-Afrique, ce ne sont pas les partis politiques d'opposition, mais la jeunesse mobilisée et l'ensemble des forces patriotiques qui jusqu'ici avaient été tenues écartées de la lutte politique. Je voudrais vous remercier pour cette histoire historique.